Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de vous connecter à l'heure à chaque fois. Comme vous savez, on vous retrouve tous les mardis pour un webinaire avec des experts. Merci de nous retrouver à nouveau sur Maudit Français. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir deux experts. Avant ça, petit rappel pour ceux qui nous découvrent. Maudit Français, c'est le magazine digital pour les Français et les francophones de Montréal. Et vous nous retrouvez tous les mardis. On a ayant pratiqué l'immigration en Chine, au Vietnam et au Canada depuis 2008. Il a accompagné des centaines d'entrepreneurs et investisseurs à immigrer au Canada. On reçoit aussi Michael Schwartz, entrepreneur français installé au Canada depuis 2018. Il a créé des entreprises en France et au Canada dans des domaines variés, coworking, éducation, impact social. Et avec un avocat en droit des affaires, il a cofondé Connexa avec comme objectif de mieux accompagner les entrepreneurs sur leur immigration et leur démarrage entrepreneurial au Canada. On a reçu pas mal de questions par email, donc vous en faites pas. On a regardé vos questions et Michael et Jérôme ont préparé les réponses dans leur présentation. On va avoir 35 minutes de présentation entre Michael et Jérôme. Et ensuite, on va répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Et aussi, pour nous aider un petit peu et donner un peu plus de contexte à la discussion d'aujourd'hui, j'aimerais beaucoup que vous mettiez tous dans le Q&A ou si vous êtes sur Facebook Live, la ville depuis laquelle vous vous connectez. Ça va nous permettre aussi de vous donner des informations un petit peu plus précises. Donc, faites-le tout de suite en bas là. Mettez dans le Q&A votre ville. Et n'hésitez pas aussi à lever la main si vous avez des questions. À la fin, on va prendre vos questions en audio. Vous allez pouvoir les poser directement. Si vous êtes plus timide, vous en faites pas. Vous écrivez dans le Q&A et je lirai votre question. Je vais tout de suite laisser Michael partager son écran et puis nous présenter un petit peu le programme de ces prochaines trentaines de minutes. Et puis après, je reviendrai pour leur poser plein de questions. Merci. Bonjour à tous, ça fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On va essayer effectivement de prendre une trentaine de minutes pour balayer un vaste sujet. On a essayé de traiter tout le sujet de l'entrepreneuriat au Canada et on a essayé de le faire d'une manière un peu particulière. On est donc, Romain l'a dit, un entrepreneur et un avocat en immigration. Donc on va essayer à chaque fois de parler un petit peu des deux pour vous répondre sur ces deux aspects qui sont complémentaires. Et on va essayer de toujours aussi parler du Canada et du Québec. On est beaucoup de Français à vouloir s'installer au Québec, donc on va quand même faire un focus sur le Québec, mais en élargissant régulièrement à la question du Canada. Pour se présenter rapidement, on vous a déjà mis nos adresses email ici, vous les retrouverez à la fin également de la présentation. Moi, je suis Michael, je suis un entrepreneur français installé au Canada depuis 3 ans. J'ai créé des entreprises, beaucoup dans des sujets à impact environnemental et social, dans beaucoup de choses liées à la communauté aussi, donc du coworking en France, des studios de yoga. Et ici, à Montréal, j'ai créé des choses dans le domaine des compétences manuelles et Connexa, dont on parlera juste après. Et je laisse Jérôme se présenter. Merci, Michael. Bonjour à tous, un plaisir de vous parler ce midi. Je m'appelle Jérôme, avocat en immigration. Écoutez, j'ai toujours travaillé dans ce domaine-là depuis que j'ai terminé le barreau en 2008. J'ai été basé au début de ma carrière en Asie, où j'ai accompagné des gens d'affaires à immigrer au Canada. Et voilà, de retour au Québec depuis maintenant 5 ans. Je continue à me spécialiser, à travailler dans l'immigration de gens d'affaires au Québec et au Canada pour les accompagner à venir ici et ensuite, une fois établis, de l'aider dans leur travail, dans leur projet d'entreprise ici au Canada. Alors voilà, je te passe la parole, Michael. Merci. Juste pour vous dire rapidement que vous compreniez pourquoi on a fondé ça. En fait, le projet il a émergé il y a maintenant un peu plus d'1 an parce que pour 2 raisons en fait principalement. En fait, peu d'avocats en immigration accompagnent les entrepreneurs parce que pour ça, il faut être capable de monter un business plan, présenter une idée, travailler l'innovation, avoir un vrai rôle d'entrepreneur. Et beaucoup d'avocats, ça n'est pas leur compétence première.
Et le deuxième point qui nous marquait, c'est que l'immigration, c'est qu'un point du projet d'un entrepreneur. Un entrepreneur qui veut s'installer au Canada, il a besoin d'un regard sur son financement, s'adapter au marché local, accueillir sa famille, trouver un bail commercial, enfin tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et donc, c'est pour ça qu'on a construit, on est 3 à l'origine du projet, donc avocat en immigration, avocat en droit des affaires et entrepreneur, pour être capable d'aider les entrepreneurs sur les deux côtés, à la fois leur immigration quand ils en ont besoin et leur projet. Et on a fondé, je l'ai mis ici, Bridge Montréal, qui est un incubateur dédié aux entrepreneurs immigrants, parce que il n'y avait que des incubateurs très spécifiques liés à la biotechnologie, aux jeux vidéo au Québec, et qu'il faut pour certains programmes entrepreneuriaux un incubateur. Et donc, on a créé notre propre incubateur qui est désormais séparé avec sa propre gouvernance, mais qui permet d'accompagner et d'incuber les projets typés innovants qu'on peut voir. On va essayer de voir en fait tous les côtés d'Entrepreneur au Canada parce que ça recouvre beaucoup de choses. On peut vouloir venir ici pour créer une entreprise, pour acquérir, pour investir, pour être un freelance, pour créer une filiale. C'est plein de raisons un petit peu différentes avec des programmes différents pour immigrer. Et donc, on va essayer rapidement de passer ces différents sujets l'un après l'autre avec à la fois un point entrepreneurial, disons, et puis un vrai point immigration avec Jérôme sur chacun de ces sujets. Et on essaie une petite particularité pour ceux d'entre vous qui êtes en France, c'est qu'on fera souvent la distinction entre provincial et fédéral. Le provincial, c'est donc le Québec ou l'Ontario, et le fédéral, c'est le Canada, parce que ça a ici beaucoup d'impact sur la législation et les programmes d'immigration, plus qu'une région de l'Orient en France. Donc, on va passer des fois un peu de temps à expliquer ça. Et on laissera évidemment beaucoup de temps pour les questions à la fin. Pour commencer, on va parler de le point principal qui est des gens qui veulent créer leur compagnie. Là-dessus, 3 petites questions qui nous paraissaient intéressantes à évoquer avec vous. D'abord, est-ce qu'on peut créer son entreprise avant de venir? Donc, quand on est encore en France. Alors, oui, c'est possible. On a la chance que ce soit possible au Québec. Ce n'est pas possible dans toutes les provinces. Certaines provinces demandent à ce qu'une partie des administrateurs soient des résidents permanents canadiens. Mais au Québec, c'est tout à fait possible. Attention, simplement, ça peut limiter vos capacités d'immigration. Si votre but, il est à terme d'immigrer, il est mieux de créer son entreprise dans le programme d'immigration. On a souvent, nous, des gens qu'on récupère qui ont créé leur entreprise, qui veulent ensuite immigrer et qui se retrouvent un petit peu bloqués parce que les programmes d'immigration sont prévus pour des gens qui vont créer et qui n'ont pas encore créé. Un peu dans la même lignée, il y a des statuts qui empêchent ou limitent votre capacité à créer son entreprise. Là, on pense en particulier aux gens qui ont des permis qualifiés de temporaires. Ça veut dire les PVT, qui est un mélange travail-tourisme, les permis de travail, les permis d'études, vont vous limiter. En fait, dans certains cas, vous pouvez créer, lorsque vous êtes en PVT ou permis de travail ouvert, vous pouvez créer, rien ne vous en empêche. Par contre, vous allez avoir un problème lorsque votre permis de temporaire va arriver à sa fin et à ce moment-là, il n'y aura pas de possibilité de continuer votre entreprise et vous allez vous retrouver bloqué. Donc, lorsqu'il s'agit de créer, pensez forcément à la question de l'immigration en même temps et essayez de faire les choses en même temps. Dernier petit point, avant de passer la parole à Jérôme, qu'est-ce qui se passe en dehors du Québec? Alors, il est tout à fait possible de créer dans les autres provinces. Comme je vous ai dit, certaines d'entre elles vont simplement demander qu'une partie des administrateurs soient des résidents canadiens, mais c'est possible en Ontario, par exemple, de créer des entreprises. À noter simplement que ce n'est pas un sujet si dramatique dans le sens où lorsque vous créez dans une province particulière, si vous créez une entreprise au Québec, elle peut tout à fait travailler dans les autres provinces, elle peut tout à fait acheter et vendre d'autres compagnies qui vont se trouver dans le reste du Canada ou aux États-Unis. Et donc, ça n'est pas forcément limitant. Merci, Michael. Alors, juste avant de plonger dans l'option créer sa compagnie, 2 points importants en amont à aborder avec vous. Premièrement, lorsqu'on décide d'appliquer dans un programme d'immigration, évidemment, le candidat principal reçoit soit un statut temporaire ou permanent,
mais il y a aussi tous les membres de sa famille proche qui reçoivent aussi un statut. Alors, conjoint, conjointe, époux, épouse, conjoint, conjointe, il faut mentionner, c'est la définition, c'est qu'on doit cohabiter pendant au moins 1 an pour se qualifier, pour répondre à la définition, et bien sûr, les enfants du couple. Donc, tous les membres de la famille reçoivent une résidence permanente ou un statut temporaire lorsqu'ils appliquent. L'autre point important, eh bien, c'est pour les programmes québécois. Le ministère des Migrations du Québec favorise l'immigration francophone. Alors, souvent, dans ces programmes-là, il n'y a pas de quotas qui sont imposés pour les candidats francophones et il y a aussi un traitement plus rapide pour ces candidats. Donc, vraiment un avantage à considérer lorsqu'on veut s'établir au Canada. Alors, voilà, maintenant, pour l'option créer sa compagnie. Il y a différents programmes qui existent au Québec et au Canada. La première question à se poser, c'est l'objectif temporel. Donc, est-ce que vous voulez venir au pays pour créer une entreprise de façon permanente, vous établir de façon permanente, ou alors c'est plutôt un projet bien précis et puis une fois à terme, une fois réalisé, vous allez vouloir retourner en France ou ailleurs dans votre pays de résidence. Alors, c'est la première question à se demander. La deuxième question, c'est où vous voulez créer votre entreprise? Est-ce que c'est précisément au Québec ou ailleurs au Canada? Alors, si par exemple, vous êtes un entrepreneur, vous voulez vous établir de façon permanente et plus précisément au Québec, on va vous guider, vous proposer bien sûr le programme Entrepreneur du Québec qui possède 2 volets. Alors, on va commencer avec le premier volet qu'on appelle le volet innovation. Alors, les critères pour se qualifier au programme Entrepreneur du Québec volet 1, c'est d'avoir une idée d'entreprise innovante. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? La définition n'est pas précise, n'est pas définie clairement par le ministère, donc c'est assez large. Ça peut être, bien sûr, au niveau du produit en tant que tel. Est-ce que vous possédez, par exemple, un brevet qui vient valider l'innovation? Mais ça peut être aussi sur d'autres aspects de l'entreprise. Ça peut être, par exemple, dans sa mise en marché. Peut-être que vous avez un plan marketing qui se distingue de la concurrence, qui amène une innovation. Alors, on pourrait se qualifier à ce moment-là. L'autre particularité du programme, c'est que vous devez travailler, vous devez être accompagné par un organisme du type incubateur d'entreprise. Et cet organisme-là va vous donner une offre de service qui va être déposée dans votre demande d'immigration. Alors, c'est un autre partenaire qu'il faut avoir dans le projet, dans la demande d'immigration. Vous pouvez, ça c'est un élément vraiment intéressant, vous pouvez faire équipe, donc vous pouvez être 4 entrepreneurs dans le même projet. Et donc là, quand je dis ça, ça veut dire que la famille proche de chacun des entrepreneurs aussi pourrait venir éventuellement au Canada. Donc, ça peut faire quand même beaucoup de personnes qui profitent du même projet. Et c'est un programme qui est ouvert présentement. Alors, on a une fenêtre d'opportunité ici. Il n'y a pas de quota pour les candidats francophones, ouvert jusqu'au 30 septembre prochain. Donc, ça, c'est pour le volet 1. Maintenant, le volet 2, beaucoup plus large que le volet 1. Le volet 2 s'adresse aux entreprises plus conventionnelles. Donc, pas nécessaire ici d'avoir un côté innovant au projet d'affaires, mais il y a des critères financiers à respecter. Dans la dernière mouture, on parlait d'un patrimoine de 900 000 canadiens et ça équivaut à 600 000 euros. Quand je dis patrimoine, ça peut inclure aussi les avoirs du conjoint-conjointe et ça veut dire bien immobilier, actionnariat dans une entreprise, investissement, argent dans un compte bancaire. Tout ça additionné, on doit arriver à un minimum de 900 000 canadiens. Et l'autre critère, c'est l'investissement en tant que tel. Donc, pour vous qualifier, vous devez faire un investissement de 300 000 canadiens dans une entreprise à acquérir ou dans une entreprise à démarrer. Vous avez remarqué, je parlais un peu à l'imparfait, c'est que le programme est fermé présentement depuis novembre, mais c'est dans l'intention du ministère de le réouvrir en novembre prochain. Donc, est-ce que les critères financiers vont être les mêmes? Présentement, on ne le sait pas,
Ce qu'on sait, c'est l'intention claire du ministère de le réouvrir d'ici novembre prochain, avant la fin de 2021. Ici, juste pour être bien clair, vous ne pouvez pas faire équipe comme c'est possible de le faire au volet 1. Donc, c'est seulement un projet d'affaires par entrepreneur. Maintenant, si vous voulez toujours vous établir de façon permanente au Canada, mais à l'extérieur du Québec, donc dans les autres provinces canadiennes, il y a des critères qui sont très, très similaires à ces deux volets-là. Le volet 1, innovant, le pendant fédéral, c'est le Startup Visa, donc programme de visa pour démarrage d'entreprise. C'est très similaire. En fait, vous devez aussi avoir une entreprise innovante. Vous devez être accompagné par un incubateur d'entreprise qui est basé à l'extérieur du Québec. Et puis, ici, l'équipe peut aller jusqu'à 5 entrepreneurs. Donc, au fédéral, on peut être une personne de plus comparativement au Québec. Ensuite, le volet 2 a aussi ses pendants fédéraux, plus précisément pour la province de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. Donc, c'est des programmes qui existent, qui s'adressent à des entreprises plus conventionnelles, pas nécessairement innovantes. Et ici, chaque programme a ses critères bien précis. Souvent, au niveau financier, les investissements sont plus élevés qu'au Québec. Au Québec, on parle d'environ 300 000. Si je vous donne un exemple, en Ontario, dans la région de Toronto, c'est 600 000 que l'entrepreneur doit investir dans son projet d'affaires pour se qualifier au programme de l'Ontario pour entrepreneurs. Alors maintenant, là, on a vu les possibilités pour obtenir une résidence permanente. Si vous avez un projet d'affaires, disons, plus précis et que vous voulez accomplir et une fois terminé, retourner en France ou dans un autre pays, il existe le programme de mobilité internationale qui pourrait répondre à votre profil. C'est un programme qui offre vraiment beaucoup d'options pour obtenir un statut temporaire, pour obtenir finalement un permis de travail. Il y en a plusieurs options, mais il y en a deux que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, que je trouve les plus intéressants. Premièrement, le C11, qui est un programme qui permet d'obtenir un permis de travail. Et il faut, pour les entrepreneurs, il faut prouver deux éléments essentiels. Premièrement, votre projet d'affaires, il doit produire des débouchés, des avantages pour l'économie canadienne. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, vous devez être motivé, vous devez prouver que vous allez retourner dans votre pays, vous allez quitter le Canada une fois que votre permis de travail sera expiré. Donc, ça, c'est les deux critères pour le C11. La deuxième option que je vais vous parler, c'est le T46, qui est vraiment intéressant pour les gens qui assistent au webinaire aujourd'hui parce qu'il s'adresse aux investisseurs de l'Union européenne. C'est un programme avec des critères très objectifs. En substance, vous devez venir investir un montant proportionnel à votre projet d'affaires et puis appliquer pour obtenir un permis de travail. Ça peut être ces deux options-là, c'est pour partout au Canada, pas juste au Québec, pas juste à l'extérieur du Québec, donc partout au Canada. Et voilà, ça vous permet d'obtenir un permis de travail, un statut temporaire. Voilà, alors là, on vient de voir les différentes possibilités lorsque votre intention est de créer votre compagnie. Maintenant, on va aborder le côté, le profil du travailleur autonome. Oui, et puis certains des programmes dont Jérôme a parlé vont pouvoir aussi s'appliquer à d'autres catégories, on en parlera tout à l'heure. Mais donc la deuxième manière d'entreprendre ici, c'est donc des gens qui sont indépendants, qui ont déjà une expérience en tant qu'indépendants et qui souhaitent s'établir ici. Pour commencer, trois petits points, trois questions spécifiques et on les a posées. Est-ce qu'on peut commencer depuis la France? C'est tout à fait possible. Vous pouvez tout à fait facturer depuis la France au Canada. Vous aurez toujours la limite de la confiance où les gens sont moins à l'aise de se faire facturer par une compagnie étrangère, mais rien ne vous en empêche. Et on a régulièrement ici des Français qui vont facturer des entreprises locales à Montréal qui sont habituées à travailler avec la France, commencer à développer leurs affaires de cette manière-là, et puis à un moment donné, passer de l'autre côté. Donc oui, c'est tout à fait possible à le faire. Et ça ne vous limite pas forcément dans votre capacité à immigrer derrière. La deuxième chose, c'est travailler avec des clients internationaux, c'est-à-dire le contraire. Vous avez une clientèle aujourd'hui en France ou ailleurs,
vous voulez vous installer au Canada. Qu'est-ce qui se passe avec vos clients d'ailleurs? Le Canada est une économie comme la France, les États-Unis ou d'autres qui est ouverte, donc il n'y a aucun problème avec ça. Une fois que vous avez votre structure canadienne, vous pouvez très bien facturer vers la France, vous pouvez très bien facturer vers d'autres pays. Vous pouvez même garder, si vous avez une URL ou un autre type de compagnie traditionnelle ou holding en France, vous pouvez continuer à la garder, elle peut continuer à facturer. Donc, on a beaucoup ici d'entreprises québécoises qui ont une filiale française. Et donc, en tant que freelance, c'est pareil. Vous pouvez très bien maintenir 2 activités parallèles, une en France et une au Canada. Donc, c'est très fluide, c'est plus fluide qu'une entreprise traditionnelle. Dernier petit point, est-ce qu'il faut forcément créer une structure juridique? C'est un des avantages du Canada là-dessus, c'est que la question de l'auto-entrepreneur n'existe pas ici. N'importe qui peut facturer des prestations en son nom en émettant une facture. Donc, aucun besoin de s'inscrire lorsqu'on démarre son activité. Simplement, lorsqu'on atteint environ 30 000 $ canadiens, donc 20 000 € par an d'activité, là, il faut commencer à payer l'équivalent de la TVA, qui s'appelle TPS-TVQ ici. Et donc là, il peut y avoir une structure qui vient s'ajouter. Mais en tout cas, pour démarrer son activité ici, on peut très bien facturer et les entreprises sont tout à fait habituées à ça. Donc, c'est un vrai avantage. Il n'y a pas de frais particuliers et c'est simplement qu'on enregistre ce qu'on a facturé et qu'on paye les impôts là-dessus en fin d'année. Je laisse Jérôme vous parler un petit peu de l'immigration sur ce sujet. Oui. Alors, vous êtes travailleur autonome et vous voulez vous établir de façon permanente au Québec. Naturellement, on vous dirige vers le programme Travailleur autonome du Québec. Les critères, il y en a 2 au niveau financier. Premièrement, votre patrimoine, vous devez avoir un minimum de 100 000 $ canadiens. Et vous devez aussi faire un dépôt de démarrage de 50 000 $ canadiens ou, si vous établissez à l'extérieur de Montréal, de 25 000 $ canadiens. Donc, ça, c'est pour les critères financiers. Le critère professionnel, vous devez prouver que vous possédez 2 ans d'expertise en tant que travailleur autonome dans le métier que vous avez l'intention de faire ici au Québec. Alors, le programme est présentement ouvert jusqu'au 30 septembre prochain. Alors, c'est une avenue qui est vraiment intéressante. Puis je fais un aparté ici pour, par exemple, ceux qui sont déjà au Québec et qui sont travailleurs autonomes et qui voient qui ne peuvent pas se qualifier au PEQ, Programme d'expérience québécoise. Ben, c'est une option qui est à envisager si vous remplissez les critères financiers. Le programme existe au fédéral. Il n'y a pas de critères financiers au fédéral. Par contre, c'est un programme un peu plus restrictif. Ça s'adresse à des gens qui ont une expérience, une expertise dans le milieu culturel et sportif. Donc, on parle principalement d'artistes qui ont une certaine notoriété, que soit ils ont fait des expositions sur les réseaux sociaux, par exemple, des athlètes professionnels aussi. Donc, on peut penser à première vue, quand on regarde la réglementation, ça semble très restrictif, mais il y a quand même certaines professions qui peuvent se qualifier pour ce programme-là si votre intention de vous établir à l'extérieur du Québec. On pense notamment à des rédacteurs, des journalistes, des designers, des graphistes. Donc, vraiment, une option qui est peu connue, qui pourrait être intéressante selon votre profil. Donc, ça, c'est pour les programmes qui donnent la possibilité d'obtenir la résidence permanente. Si on regarde une résidence temporaire, un permis de travail, bien, rapidement, c'est le C11, c'est le même qu'on a parlé pour les entrepreneurs, pour la création d'entreprises, qui s'applique aussi ici pour le travailleur autonome, avec essentiellement les 2 choses à prouver. Donc, emmener un avantage pour l'économie canadienne et aussi retourner dans son pays une fois l'expiration du permis de travail. Voilà, maintenant, on va parler des filiales, l'ouverture de filiales. Oui, troisième manière d'entreprendre ici, ça peut être de vouloir développer son activité ici tout en gardant son activité française ou dans un autre pays. Encore une fois, trois points particuliers qui semblaient intéressants. Est-ce qu'on peut créer sa filiale depuis la France? C'est facile, il n'y a vraiment aucune contrainte là-dessus. C'est une économie ouverte, donc comme partout, vous pouvez le faire. Et c'est quelque chose qui se fait bien. Après, encore une fois, c'est la même chose. Si le but est d'immigrer ou de faire immigrer des salariés, à prendre en compte et donc de s'arranger pour qu'il y ait une
coordination dans le temps entre la création de la filiale et l'immigration. Mais en dehors de ça, aucune contrainte. Et nous, on a régulièrement des gens qui viennent, qui commencent par créer une filiale ici pour développer leurs affaires. Et vu la proximité culturelle et linguistique qu'il peut y avoir, c'est facile et ça se fait beaucoup ici. Deuxième sujet qui peut se poser, est-ce que… Je t'en prie, Jérôme. Non, mais en fait, j'allais pour le volet immigration, mais je te laisse terminer ta Ouais, partie. deux petits points. Est-ce qu'il vaut mieux envoyer un Français ou recruter des locaux pour travailler sur sa filiale? Là, c'est à vous de voir. La seule chose que je voulais vous prévenir, c'est que dans le cadre de certains programmes d'immigration, ils vont regarder l'apport que vous faites localement à l'économie et ça va inclure la création d'emplois. Donc, même si on souhaite envoyer des Français, lors de leur immigration, il faudra prévoir à recruter des gens localement, mais la majorité des projets ont besoin de recruter des gens localement, donc ça fait du sens. Quelque chose qui va venir quand même nourrir cette réflexion-là pour vous, c'est la question du recrutement ici au Canada. Deux points dont je voulais vous parler. On est quand même dans un marché beaucoup plus en tension que ce qu'on connaît en France, c'est-à-dire il y a beaucoup moins de chômage ici actuellement, et donc il y a des profils dans certains métiers qui sont très recherchés. Aujourd'hui, trouver un chauffeur routier, par exemple, est extrêmement compliqué. Trouver certains profils de développeurs informatiques est compliqué. Et donc, c'est aussi ça qui nourrira votre réflexion sur est-ce que j'essaie de trouver quelqu'un à amener depuis la France ou est-ce que je recrute quelqu'un localement. Deuxième point qu'il faudra prendre en compte, les charges sociales sont beaucoup plus faibles que ce qu'on peut connaître en France, de l'ordre de 25% à rajouter au salaire, alors qu'en France, on est plutôt entre 80 et 90%. Donc, sur certains types de métiers, ça fait une énorme différence à prendre en compte dans votre réflexion. Je laisse Jérôme vous parler de l'immigration. Oui, donc oui, alors une filiale canadienne, créer une filiale permet de transférer un employé dans cette filiale-là, que ce soit le propriétaire de l'entreprise mère ou un employé clé. En fait, il y a trois catégories de candidats qui peuvent appliquer, des cadres supérieurs, des spécialistes ou des stagiaires diplômés. Et alors, on peut profiter du programme de mobilité internationale pour créer sa filiale et transférer un employé dans sa filiale canadienne. Un des critères est que cet employé-là doit avoir travaillé au sein de l'entreprise pendant au moins 1 an avant de prétendre de vouloir être transféré à la filiale canadienne. Et on peut le faire pour une filiale là, qui est à créer, là, mais on peut aussi le faire pour une filiale qui existe déjà. Donc, c'est vraiment un programme très efficace pour emmener un employé clé. Donc, on a besoin dans la filiale canadienne qui existe déjà ou qui est à créer et qui permet finalement d'obtenir un permis de travail temporaire pour certaines périodes de temps. Parfait. Dernière modalité d'entreprendre, investir ou acquérir une entreprise. Là-dessus, 3 questions qui sont importantes à se poser. La première qui est fondamentale, c'est est-ce qu'on souhaite investir pour immigrer ou investir depuis l'étranger? Parce qu'il est évidemment possible d'investir sans immigrer. Il y a des programmes en immobilier, il y a possibilité d'acheter des entreprises, un peu comme on créerait une filiale ou une entreprise, tout à fait possible d'acheter une entreprise depuis l'étranger. Il y a quelques conséquences sur les taux d'imposition ou certaines contraintes, mais on ne va pas entrer dans le détail aujourd'hui. Mais ici encore, important, si vous souhaitez immigrer, évitez absolument d'investir avant d'immigrer, parce que c'est dans le cadre du processus d'immigration qu'il faudra faire l'investissement, dont vous parlera Jérôme après. Deuxième point dont je voulais vous parler, c'est qu'on a un contexte économique au Canada et au Québec qui est aussi très favorable actuellement pour ce genre de choses. D'abord parce que le marché immobilier progresse très très vite. Il n'a pas encore la maturité en termes de coûts de ce qu'on a en Europe continentale. Donc, il y a vraiment des choses à faire. Et c'est également le cas sur le développement économique général qui est rapide et où la sortie de Covid est également pour l'instant plus rapide que ce qu'on connaît en France. Dernier petit point qu'on oublie parfois. Donc, nous, on est basé à Montréal, mais on travaille régulièrement en dehors. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a aujourd'hui
énormément de bonnes opportunités en dehors de Montréal. Si vous voulez acquérir une entreprise, il y a aujourd'hui un vrai mouvement, on parle de la relève entrepreneuriale, c'est-à-dire beaucoup de gens qui partent à la retraite et qui vendent des entreprises industrielles ou de services de qualité. Et on a beaucoup de gens qui en fait, imaginaient au début aller vers une grande ville, Montréal, Toronto, Vancouver, et qui finalement se rendent compte qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire en province, on parle ici en région. Donc, dans vos recherches, si vous entamez des recherches dans cette optique-là, pensez-y, il y a souvent des belles choses à faire. À toi, Jérôme. On a déjà abordé la plupart des options ici, à l'exception d'un programme qui est vraiment, disons, seul dans son genre. C'est le programme Investisseurs du Québec, qui est présentement fermé. Par contre, c'est encore une fois l'intention du ministère de le rouvrir dans les prochains mois. C'est le seul programme canadien qui permet d'obtenir la résidence permanente avec un investissement du type passif. Donc, il n'y a pas d'autres obligations à part celle d'investir une somme d'argent. Donc, ça répond à un certain type de candidat qui veut obtenir la résidence permanente sans nécessairement démarrer des nouvelles activités d'affaires. Donc, la dernière version qu'on avait, c'était ce qui était exigé au niveau financier, c'était un investissement de 1,2 million dans un investissement qui était garanti. Le capital était garanti pendant 5 ans et retourné sans les intérêts au candidat. Alors, ça, c'était la première obligation. Ensuite, le candidat devait avoir un patrimoine de 2 millions de dollars canadiens pour se qualifier. Maintenant, on attend la réouverture. Est-ce que les critères vont être modifiés? Toutes les possibilités sont sur la table. Il faut quand même garder en tête que c'est un programme qui est très intéressant si vous ne voulez pas partir de nouvelles entreprises ici, et surtout si vous êtes francophone, ce qui est le cas pour les gens ici. Vous allez bénéficier d'un traitement là, accéléré comparativement à l'immigration non francophone. Alors, voilà, c'était le programme que je voulais parler pour la possibilité d'investir au Québec. Pour les autres programmes, effectivement, on en a parlé, Entrepreneur volet 2 et puis les options plus temporaires. Maintenant, avant de conclure, je voulais passer un petit moment avec vous, pour ceux d'entre vous qui sont en France, à vous parler de quelques aspects culturels. C'est beaucoup de choses que moi, j'ai pu observer donc, en tant qu'entrepreneur ayant entrepris en France et ensuite ici, des choses que j'ai vécues ou dont on m'a parlé et qui m'ont été bien utiles. Donc, pour démarrer, quelques petits points culturels, parce que même si on parle français ici, il y a quand même des grosses différences. Alors, avant de parler de différences, d'abord une similarité. On voit ici, comme en France, en fait, Montréal, culturellement, est plus proche de Paris que Paris ne l'est de Orléans. On a une séparation entre métropole et, pour ne pas avoir de meilleur mot, je dirais périphérie, qui est forte. Et donc, culturellement, les métropoles se ressemblent beaucoup et on observe avec quelques petites variations les mêmes mouvements vers des sujets environnementaux, vers des sujets urbains et de l'autre côté, des périphéries qui se ressemblent plus. Donc, culturellement, on a le même type de séparation. Ici, la question de l'argent est quelque chose dont on parle beaucoup plus facilement et pour des salariés et pour des clients. Donc, la question du prix, la culture du rabais sont beaucoup plus présentes et les gens sont beaucoup plus à l'aise de faire le choix d'un service ou d'un produit pour une question d'argent. Donc, c'est quelque chose qui est plus fluide ici, dont on parle assez ouvertement. Troisième point, vous l'avez peut-être déjà entendu, on dit beaucoup qu'en arrivant au Québec ou au Canada, on repart de zéro. Et c'est vrai, c'est très vrai aussi pour les entrepreneurs. Je l'ai vécu personnellement. Vous pouvez avoir de l'expérience en France. Les banquiers, les partenaires vont vouloir que vous fassiez vos preuves ici. Et on repart clairement de zéro en termes de financement, en termes de crédibilité. Le bon côté est que lorsqu'on commence à faire ses preuves, on revient très vite à ce à quoi on était habitué avant. Et donc, il y a besoin d'humilité en arrivant, que vous cherchiez un emploi ou que vous créez votre entreprise. Vous repartez vraiment de zéro. Mais dès lors que vous avez prouvé que vous savez travailler, on vous fait très, très vite confiance. Point suivant, le bilinguisme est ici partout. Le français est très important, mais il est fondamental de tout traduire en anglais. Fondamental, si vous souhaitez envoyer, par exemple, des gens travailler ici, d'avoir des personnes qui se débrouillent bien en anglais ou qui vont le travailler en prévision de leur arrivée.
Parce que même s'il y a des zones où on va parler mot anglais, dans des villes comme Montréal, c'est très fluide et vous avez une grande partie de la population qui est majoritairement anglophone. Et donc, savoir passer de l'un à l'autre est assez fondamental. Point suivant, les deux derniers points vont ensemble. En fait, il y a quelque chose d'assez différent sur la place. Il faut se rappeler que le Canada, c'est 30 millions de personnes pour 30 fois la taille de la France. Donc, je vous invite à imaginer la France avec 1 million d'habitants et ce que ça aurait comme impact sur la répartition des gens. Ça veut dire qu'on a un territoire qui est beaucoup plus grand et que les modèles économiques sont forcément un petit peu différents. Et donc, certains modèles de boutiques, certains modèles qui sont basés sur de la concentration urbaine marchent différemment ici. Il faut y faire attention. Pareil sur des services qui ont besoin d'une certaine masse critique. Je pense à des applis, par exemple. Souvent, les gens vont les démarrer, par exemple, à Montréal et vont rapidement chercher à les étendre sur d'autres provinces parce qu'en soi, le territoire est beaucoup plus grand avec moins de personnes. Donc, c'est ça. Ça entraîne des modifications. Dans mon expérience personnelle, on peut tout à fait créer des modèles d'affaires qui auraient marché en France et qui marcheront ici, mais il y aura d'autres contraintes. Et donc, voilà, ça a de l'impact. Réfléchissez-y et n'hésitez pas à interroger des acteurs locaux sur vos projets d'affaires pour ne pas dupliquer exactement ce que vous faisiez en France. Un petit point également pour vous faire gagner du temps, la relation aux Français, c'est un vrai sujet. Montréal et le Québec accueillent énormément de Français. Il me semble que Montréal est la 5e ville avec le plus grand nombre de Français au monde. Ça a de l'impact forcément sur la relation aux Québécois. Sans entrer dans la caricature, il y avait quelques petits points que je voulais évoquer avec vous. Le premier, c'est qu'il y a 2 types de Français. Il y a des Français qui sont là de manière temporaire et des Français qui sont là pour rester. Et le comportement des Québécois va être assez différent dans les 2 cas, parce que c'est normal. Si vous croisez quelqu'un qui est là de l'étranger en parcours Erasmus, par exemple en France, vous n'allez pas vous impliquer de la même manière qu'avec une personne qui viendrait du Chili et qui serait là depuis 8 ans. Et donc ici, vous verrez qu'il faut s'attendre à ce qu'au début, si vous êtes là sur un visa temporaire ou que vous voyez rester quelques mois seulement, il est plus difficile de créer des liens amicaux et des liens professionnels que lorsque vous êtes résident permanent ou que vous créez une compagnie ici et que vous avez vocation à rester. Et ça va aussi avec le fait d'apprendre la culture locale. Dès lors que vous montrez que vous avez appris des éléments de culture, de politique, de sport localement, l'intégration est beaucoup plus facile et les gens seront complètement différents. Je le dis parce que c'est un piège souvent de Français qui sont déçus en arrivant et ont l'impression que les Québécois ne s'ouvrent pas à eux. Il faut bien comprendre, il faut bien se mettre à leur place. Deuxième petit point, la relation psychologique qui est à prendre en compte, c'est-à-dire la France, elle apporte énormément dans la francophonie, elle apporte énormément de livres, énormément de connaissances, énormément d'émissions télévisées. Et donc, depuis le Québec, c'est vu comme une sorte de capitale intellectuelle de la francophonie. Et donc, il peut y avoir une relation des fois un petit syndrome d'infériorité sur des questions de philosophie ou de sociologie ou de choses qualifiées d'intellectuelles. À prendre en compte parce que des fois, on s'exprime en tant que Français avec des choses assez abstraites. Et donc, de faire attention à son vocabulaire, de faire attention à sa manière de présenter. Plus on s'adapte et on essaie de s'adapter à cette relation psychologique-là, plus c'est facile de s'entendre avec des Québécois et de trouver sa place ici. Voilà, ça demande un petit peu à revoir ces manières de penser, mais le jeu en vaut la chandelle. Dernier petit point, à la fois une chance et un risque. C'est très facile de recruter des Français ici. Il y a beaucoup de Français qui arrivent avec des statuts type PVT et qui ensuite cherchent des emplois, des gens qualifiés qui ont voulu voyager, mais qui parlent plusieurs langues, qui ont une expérience riche. Et donc, il est facile de recruter des Français pour les postes qu'on a à pourvoir lorsqu'on est ici. Je vous mettrai simplement en garde parce qu'il est finalement trop facile de s'enfermer dans une bulle française. Je sais que moi, je fais attention dans les différents projets que je monte d'avoir au moins la moitié des équipes qui sont québécoises ou internationales, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens d'ailleurs, pour éviter de se renfermer dans une culture française, parce que sinon, ça veut dire que vos communications, vos services, votre manière de parler se tournent vers la France.
et peut avoir plus de difficultés à travailler avec des Canadiens. Donc voilà, à la fois une chance et un risque. Enfin, 4 points, 4 petits pièges pour encore une fois vous faire gagner du temps, quelque chose de différent de ce qu'on connaît en France. Un, l'historique de crédit. Ça, c'est quelque chose de très particulier. Ici, chaque personne a un score de crédit personnel. Vous pourrez aller chercher des informations sur Internet sur le sujet, mais ça se construit en particulier en ayant une carte de crédit ici qui est différente de celle qu'on a en France et en ayant des crédits. Pourquoi c'est important? Parce que ici, on ne peut pas obtenir de financement personnel ou professionnel, donc des emprunts pour votre projet que vous souhaitez monter, par exemple, si vous n'avez pas un score de crédit suffisant. Moi, ça a été mon cas. Je suis arrivé ici, j'ai voulu créer ma première compagnie. Tout le monde trouvait le projet super et mon expérience crédible, mais me disait malheureusement, ça fait que 4 mois que vous êtes ici, votre historique de crédit n'est pas suffisant. Et donc, j'ai eu 5 banques sur 6 qui n'ont pas pu m'accompagner à cause de ça. Donc, c'est quelque chose d'important et à prévoir en vue de votre arrivée. Quand vous prévoyez d'arriver, c'est rapidement créer un compte bancaire personnel, rapidement obtenir une carte de crédit et l'utiliser. Et encore une fois, je vous invite à faire vos recherches sur Internet. Vous verrez beaucoup d'informations intéressantes sur le sujet. Deuxième point, la caution personnelle pour ceux qui ont besoin d'emprunter. Elle est beaucoup plus répandue ici qu'en France et beaucoup plus difficile à éviter. Je n'ai jamais eu à donner ma caution personnelle en France, alors qu'ici, dans mon cas, je n'ai jamais pu l'éviter. Par contre, elle est beaucoup moins utilisée. C'est-à-dire que souvent, c'est pour s'assurer que l'entrepreneur va s'impliquer si jamais il y a une faillite. Mais c'est très rare qu'une banque aille vous chercher au légal pour une caution personnelle de 50 000 $. Donc, pas trop d'inquiétude autour de ce sujet-là, c'est normal. Troisième sujet, le droit à la consommation. Ici, les droits des consommateurs sont forts, plus forts sur les conditions générales de vente, sur les possibilités d'annuler, sur les durées de péremption des cartes cadeaux, sur tous ces sujets-là, et les gens les connaissent bien. Donc, vous aurez plus rapidement des consommateurs qui connaissent leurs droits, qui sauront défendre leurs droits si, par exemple, vous n'avez pas écrit dans des conditions générales de vente comment ça devait fonctionner. Et on a une relation qui est donc un petit peu différente. Il faut beaucoup plus être carré sur ces questions-là ici. Et tant qu'on est sur des questions de droit, dernier point, il y a ici des principes un petit peu différents. Il y a le principe de common law, je l'évoque rapidement. En fait, la common law veut que la jurisprudence soit plus importante que le code théorique. C'est très vrai sur des questions pénales. Et il y a aussi la suprématie du contrat. Le contrat ici est quelque chose de très important et un juge va vraiment éviter de casser un contrat et de casser la confiance que représente un contrat. Comparé à la France où lorsqu'on a un bail commercial avec des clauses, ce qu'on appelle les clauses léonines, qui sont des clauses qui ne sont pas justes, un juge va facilement les faire sauter en cours. Pareil avec une caution personnelle. Ici, le contrat prévaut énormément. Donc, attention sur les contrats que vous signez ou que vous rédigez. Ça demande plus d'attention encore que ce que vous avez pu connaître en France. Voilà, on a essayé d'être rapide. On vous pose ici nos adresses email personnelles et puis un petit QR code qui vous permettra d'aller directement sur le site si vous voulez nous poser plus de questions. Et maintenant, on va prendre le temps pour vos questions. Merci à vous deux, c'est parfait. Pour ceux qui n'ont pas encore scanné de QR code, dans pas mal de restaurants, vous avez peut-être vu ça. On prend son iPhone, on passe dessus, vous arrivez directement sur leur site internet. Et là, vous pouvez remplir, appliquer en fait, en expliquant votre projet. Et puis, on reviendra vers vous dans les meilleurs délais. Alors, donc, on va laisser le QR code quelques secondes et puis après, on le coupera pour que les gens aussi sur le Facebook Live puissent mieux nous voir. On va tout de suite prendre des questions. Alors, il y a beaucoup de timides dans la salle. Entre le Zoom et le Facebook, vous êtes un peu plus d'une centaine. Et pour l'instant, personne n'a encore osé lever la main. Mais par contre, il y en a pas mal qui ont posé des questions dans le Q&A. Donc, on va démarrer dans l'ordre avec Philippe qui nous demandait, dans le cas où un entrepreneur français et un entrepreneur québécois veulent créer une société ensemble, une compagnie, est-ce que c'est plus intéressant de la créer au Québec ou en France? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? En fait, les deux sont possibles.
Les deux, je vais revenir comme ça, vous me verrez, les deux sont possibles et la vraie question à se poser, c'est de savoir où est votre marché. Parce que on le sait, si vous êtes en France, vous avez fait beaucoup plus confiance à une société française qui vous facture qu'une société québécoise, parce que ça veut dire que s'il y a un litige, ça va se régler en France et pas au Québec. Et donc, on voit régulièrement, moi je connais plusieurs sociétés montées par un Québécois et un Français qui ont créé deux structures, une en France et une au Québec, parce qu'ils avaient des clients des deux côtés. Donc, pour la première des structures, je vous recommande de la faire dans le pays où vous avez naturellement le plus de clients. Et puis ensuite, c'est très facile de faire une filiale et ça ne coûte pas très, très cher de créer une filiale dans l'autre pays. Ça dépend aussi de voir s'il y a une question d'immigration reliée à ça, là, naturellement. Donc, deux éléments à regarder. OK. On va reprendre les questions écrites dans une seconde, mais avant ça, c'est sympa d'entendre la voix des gens qui sont là. Donc, j'ai donné la main à Eric. Je crois qu'Eric a une question pour vous. Oui, enfin, en l'occurrence, j'en ai même deux, si je puis me permettre, que j'avais envoyé aussi par Internet. Bon, comme j'avais expliqué, je m'occupe du back-office de mon fils qui a terminé un DEC au mois de juin en photographie. Il va donc obtenir un permis de travail post-diplôme qui lui permet d'être à son compte s'il le souhaite pendant la durée du travail post-diplôme. Mais les délais de traitement de l'immigration maintenant sont tels que selon toute vraisemblance, entre l'obtention du CSQ, la demande et la réception éventuelle de la résidence permanente, son permis de travail post-diplôme aura expiré. Je n'ai pas trouvé de solution pour que, une fois son permis de travail post-diplôme expiré, il puisse continuer une activité autonome, puisque même en A75, je n'ai pas trouvé de possibilité de permis de travail ouvert lui permettant de continuer. Ai-je mal cherché ou est-ce qu'il y a des ruses, si je puis dire? Écoutez, Éric, j'ai pas les détails, mais est-ce que vous avez regardé la possibilité de renouveler, parce que suite à la pandémie, le gouvernement a donné la possibilité de renouveler le permis de travail post-diplôme au moins une fois. Oui, Donc, mais uniquement jusqu'à une certaine date, je crois. c'est ça, oui. Donc, Ouais. est-ce que vous avez vérifié si votre fils pouvait se qualifier à cette possibilité-là? De mémoire, je ne pense pas, puisque de toute façon, son permis de travail sera valable pour 3 ans. Et j'ose espérer que dans 3 ans, on ne sera plus dans la situation actuelle. Donc, OK, donc là, vous me dites que son permis de travail, il y a encore quelques années devant lui avant de... il l'a pas encore. Il va terminer son DEC là, il va avoir son OK. DEC au mois de juin. Ah, Il va OK. faire sa demande de permis de travail post-diplôme qu'il Oui. devrait obtenir sans problème pour 3 ans, puisqu'il a fait 3 ans Mhm. d'études. Et donc, Mhm. j'anticipe, si vous voulez. Ben là, écoutez, il va pouvoir appliquer au programme de l'expérience québécoise parce qu'il étudiait avant juillet dernier. Donc, il était dans l'ancien programme. Et obtenir son CSQ, ça, c'est environ, bon, on sait que les délais sont plus longs, là, mais c'est au moins 6 mois d'attente. Et avec ce CSQ-là, il va pouvoir déposer sa demande de résidence permanente. Mais effectivement, là, il va avoir une période où il ne pourra pas, en fait, il va devoir renouveler ce permis de travail-là, soit travailler avec un employeur québécois qui va lui permettre d'aller chercher un permis de travail fermé, mais renouveler son permis de post-diplôme, ça, il va sûrement avoir des difficultés à faire ça. Donc, pour garder un permis de travail ouvert, il faudrait regarder plus en détail, mais je crois que sa meilleure option, ce serait d'y aller soit avec, s'il est travailleur autonome, d'y aller avec un C11, par exemple, qu'on a abordé pendant la présentation, ou d'aller chercher un embauche, un travail auprès d'un employeur québécois ou canadien, qui lui permettrait d'aller chercher un permis de travail. Merci beaucoup pour la réponse, Jérôme. Et j'espère que ça a répondu à votre question, Eric. On a aussi Laurent qui avait levé la main, donc on va écouter Laurent tout de suite. Laurent, il faut juste activer votre micro. OK. Bon, bah, on va laisser Laurent essayer d'activer son micro et puis on va continuer avec le Q&A. Donc, dans la suite des questions, on a Emmanuel qui nous dit « Bonjour, j'ai une question pour Jérôme. J'ai créé mon entreprise à Montréal, j'ai obtenu mon permis de travail C11 et je vais ouvrir une boulangerie-pâtisserie. Je souhaite recruter un boulanger français qui vit en France et qui a 37 ans.
comment puis-je l'accompagner dans ses démarches d'immigration? Et il a une deuxième question complémentaire. J'ai obtenu mon permis C11, mais on ne me l'a jamais demandé. On m'a jamais demandé si je souhaitais rentrer en France à la fin de mon permis, et ce n'est pas mon intention. Est-ce un oubli de mon avocate? Ben, écoutez, je ne crois pas. Sûrement que votre avocate s'est assuré de répondre à cette question-là. Maintenant, vous pouvez changer d'intention une fois que vous êtes ici et vous pouvez appliquer pour la résidence permanente si vous remplissez les critères d'un programme. Ça, ce n'est pas interdit. Puis, ben, si vous l'avez eu, il n'y a pas de souci à avoir. Donc, maintenant, pour ce qui est de l'employé que vous voudriez faire venir ici, ben, il faut passer par le programme d'immigration temporaire. Donc, la règle de base, c'est de prouver que personne d'autre au Canada peut faire ce travail-là. Et donc, vous devez vous retourner vers un travailleur étranger. Donc, ça, c'est la règle de base. Il faudrait voir si votre employé peut se qualifier à des programmes, des traitements simplifiés. Je sais qu'il y a une nouvelle liste et malheureusement, suite à la pandémie, il y a différentes professions qui ont été enlevées. Il faudrait voir si le boulanger en fait toujours partie. Et s'il fait partie de cette liste-là, ben, ça permet d'aller chercher un permis de travail sans avoir à prouver justement que personne au Canada peut faire ce travail. Donc, c'est plus rapide, c'est plus simple dans ce cas-là. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que oui, pour aller chercher votre employé, pour obtenir un permis de travail, il va falloir passer par les programmes d'immigration temporaire. Merci, Jérôme. On a Daniel qui est dans le digital, publicité digitale, qui nous demande de lui rappeler les conditions pour émigrer et qui a dû quitter le call. Daniel, je vais donner vos informations à Michael et à Jérôme et ils pourront vous contacter directement puisque je crois que vous avez dû quitter le call. On a Marie qui nous remercie pour votre présentation, Michael et Jérôme. Merci Marie. On a Marie qui a une question en fait, qui demande « Serait-il possible d'aller créer une filiale en tant qu'associé d'une maison mère basée à Paris, même si cela ne fera pas un an que je l'ai intégrée ?» Voilà. Quand on crée une filiale, ce qui est important pour pouvoir transférer les employés, c'est d'avoir une structure qui est 100%, qui est détenue à 100% par la société mère ou qui a la même structure que la société mère. Alors, ma suggestion, c'est de créer cette filiale-là qui serait à 100% détenue par la société mère. Et ensuite, si ça ne fait pas un an qu'elle travaille là, il y a quand même possibilité de déposer une demande en expliquant, par exemple, ça pourrait être son expérience passée qui est pertinente aussi dans son travail. Donc, il y a quand même possibilité de démontrer que son expérience n'a pas seulement été acquise au sein de cette société-là, mais aussi dans des expériences passées. Donc, c'est au cas par cas, mais c'est quand même possible de regarder cette option-là. Il y a une question complémentaire de Corinne. Dans le cadre de la mutation interentreprise, est-ce qu'un sous-traitant de la société mère peut faire l'objet d'une mutation et profiter de la dispense C12? Un sous-traitant, donc, qui n'est pas à l'emploi de la société mère, alors ma réponse ce serait non à ce moment-là. Et on enchaîne tout de suite avec Grégory. Pour une société innovante, si on intègre un incubateur, est-il facile de lever des fonds en vue des difficultés à avoir un emprunt? Je vais prendre la parole là-dessus. C'est assez simple. Incubateur ou pas incubateur, l'un des rôles des incubateurs ou accélérateurs, c'est effectivement d'aider au financement. Et le principal point sur lequel on peut aider, c'est connecter à la bonne personne au bon endroit, parce qu'en fait, à Montréal, comme n'importe où, n'importe quelle métropole, c'est des fois compliqué de s'y retrouver entre les différents financements. Mais si on est dans un projet innovant, il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a effectivement des difficultés d'emprunter lorsqu'on est sur du techno, mais disons, le marché de la levée de fonds est très structuré ici. On a la chance aussi, au-delà de Montréal, de pouvoir toucher très facilement le reste de l'Amérique du Nord. Et je ne vais pas développer sur les États-Unis, mais il y a quand même beaucoup de capital disponible. Et puis, Montréal et le Québec sont très, très velléitaires
sur leur envie de soutenir les projets innovants. Donc, il y a énormément de subventions ou emprunts partiellement remboursables au niveau de la ville, au niveau de la province et au niveau du Canada. Et on a l'habitude de travailler là-dessus, mais c'est assez facile d'aller chercher des beaux financements sur ces questions-là et sur des innovations assez larges. Et pas seulement de l'innovation très technologique, ça peut être de l'innovation de service. Et donc, régulièrement, nous, on voit des gens qui ont besoin finalement, en termes d'apport, de mettre une fraction du montant nécessaire. On peut facilement financer du prototypage, financer un démarrage et puis ensuite, avec des levées, financer du développement. Parfait. Je crois qu'il y a Étienne qui voulait nous poser une question en direct. Étienne, on vous écoute. Oui, m'entendez-vous? Parfaitement. Oui. Oui. Bon, bonjour, je m'appelle Étienne, je suis ingénieur français, j'ai créé ma propre firme de services en ingénierie ici à Montréal. Ça fait 11 ans maintenant que j'ai émigré ici. J'ai ma petite expérience de l'immigration aussi, hein. Je suis passé par tous les statuts, depuis le PVT, les permis jeunes professionnels, les relances de permis de travail ouverts, la résidence permanente et finalement la citoyenneté. J'ai beaucoup aimé votre présentation. Moi, je voudrais juste dire aux Français qui veulent immigrer ici au Québec, n'hésitez pas. Vous pouvez être une richesse pour votre terre d'accueil. Vous avez des qualités qui vous permettront d'être bon, de vous démarquer. On est bien formé en France. On a une forte conscience professionnelle. Ça peut vous aider énormément. Nous, dans le milieu de l'ingénierie et de la construction, pour les ingénieurs parmi nous ou les gens qui gèrent des chantiers de construction, je peux vous dire que le marché est très porteur. Il y a beaucoup d'investissements. On fait confiance aux jeunes. Personnellement, j'ai eu l'opportunité d'avoir des responsabilités que je pense que je n'aurais pas eu en France. Ça vaut vraiment le coup. Je remarque en plus que les échanges entre la France et le Canada, d'un point de vue économique, et encore, je vois ça sur le prisme de l'ingénierie, de la construction, vont s'intensifier. Vous le savez, le CETA a été signé il y a quelques années. L'article 19 fait beaucoup réfléchir dans le milieu parce que ça ouvre les marchés publics aux compagnies étrangères. Il y a des acquisitions de firmes de construction par des géants du BDP français. C'est clair que ça va créer, et ça crée déjà des opportunités pour des ingénieurs français au Québec. Et donc, je voulais au moins vous dire ces mots d'encouragement. Il y a les ordres professionnels. J'ai loupé un moment, là, je ne sais pas si vous en avez parlé. C'est quelque chose à gérer qu'on ne connaît pas en France. Vous pouvez vous inscrire depuis la France. C'est assez facile. Vous devrez passer par une période de juniorat, mais en fin de compte, ça vaut le coup parce que ça protège votre profession et ça vous assure de bons traitements, de bons niveaux de salaire. Il y a peut-être plus de prestige social à être ingénieur au Canada plutôt qu'en France, même si ça peut être débattu. La France, en fait, forme beaucoup d'ingénieurs, plus qu'elle n'en a réellement besoin. Donc, quelque part, on est un peu forcé à l'expatriation, je pense. C'est ce que je me dis avec le recul. Toujours est-il qu'avec ma firme, Neoca Service au Projet, ça nous ferait plaisir de rester en contact avec votre incubateur et peut-être de discuter comment on peut coordonner l'action de certains indépendants ou certaines firmes françaises qui veulent s'installer et d'envisager des partenariats pour s'aider mutuellement à réussir dans nos projets. Merci, Étienne. Merci, Étienne. Merci. Alors, Laurent, qui n'arrivait pas à activer son micro, nous a écrit par Q&A. Et Laurent est en train de préparer un projet qui est donc très en avance, puisqu'il va revenir au Québec dans 9 ans pour sa retraite et s'installer en tant que pâtissier. Il a déjà donc la citoyenneté canadienne qu'il a eue en 2011. Et en ce moment, il est en France, donc depuis 9 ans. Et il reviendra s'installer à Montréal dans 9 ans. Et il nous dit, quelle démarche dois-je entreprendre en arrivant au Québec dans 9 ans pour exercer mon activité? Voilà. Est-ce que tu veux répondre, Michael? Après, il y a peut-être des choses liées au pâtissier. Je ne sais pas s'il y a des ordres particuliers dans ce domaine-là. La meilleure baguette, qui est aussi très prisée à Montréal. Mais, en France, j'en doute pas.
d'après les gens que j'ai vus dans ces métiers-là, il n'y a pas de contraintes particulières, il n'y a pas d'embargo particulier sur des métiers comme ceux-là. Il n'y a rien à prévoir. L'incorporation de la société en arrivant, c'est très facile. C'est déjà que c'est rapide en France, mais ici, c'est encore plus rapide. Donc, je ne vois pas. Ça peut être intéressant de faire un petit voyage prospectif. Ça, on aime bien le proposer aux entrepreneurs qu'on accompagne pour aller faire des contacts sur place, trouver un local, structurer son financement, ouvrir un compte bancaire, rencontrer des partenaires potentiels, trouver des fournisseurs, enfin toute la préparation, peut-être 6 à 9 mois avant, c'est intéressant de faire ce type de voyage. En dehors de ça, pas grand-chose. Non, pas Moi, grand-chose à faire. je vous conseille peut-être, parce que je présume que vous êtes, oui, citoyen, mais vous êtes peut-être plus résident canadien au niveau fiscal. Donc, quand vous allez vouloir revenir ici, de consulter un comptable ou un fiscaliste pour bien faire votre premier rapport d'impôt, parce que je ne vais pas me lancer dans ce sujet-là, il est très, très vaste, mais il va falloir expliquer un peu ce qui s'est passé durant les dernières années quand vous étiez à l'étranger. Donc, il y a peut-être une planification à faire à ce niveau-là avec un comptable. D'ailleurs, ça va nous permettre de répondre à Marie-France qui nous demandait est-ce que vous offrez les services d'impôt aussi. Je crois que Jérôme t'y a répondu un peu, mais Michael, qu'est-ce qu'on peut proposer à Marie-France? Alors, non, alors ici, les impôts, on est souvent accompagné par des comptables pour les faire. Et puis après, la fiscalité internationale, moi, j'ai moi-même eu des problèmes. Jérôme fait très bien de mentionner cette question-là. Lorsqu'on a du patrimoine un peu en France, il y a ce qu'on appelle l'exit tax qui peut vous poser du souci si vous ne demandez pas en avance. Il y a des fiscalistes, enfin, nous, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Par contre, évidemment, on va mettre en relation avec le bon fiscaliste international parce qu'il faut quelqu'un qui comprenne les deux côtés. J'ai moi-même été mal conseillé en arrivant par quelqu'un qui ne comprenait pas l'implication d'un pays à l'autre. Donc, c'est important de trouver des gens, soit côté français, soit côté canadien, qui comprennent, surtout qu'il y a des conventions fiscales entre les deux pays, ce qui est une bonne chose pour vous parce que vous ne pouvez pas être taxé 2 fois sur vos gains, par exemple. Mais voilà, ça demande à être prévu. Si vous voulez créer une compagnie aussi, ça demande à être pris en compte. Il y a un taux d'imposition de la compagnie, donc l'impôt sur le revenu est plus élevé si la société est détenue par une société française. Donc, si vous voulez créer quelque chose au Canada, vous serez moins imposé sur le revenu de l'entreprise si vous êtes, vous, résident canadien. Donc, voilà, il y a plein de petites choses comme ça, pas très compliquées, rien de dramatique, mais il faut consulter des spécialistes et nous, on met plutôt en relation avec des spécialistes là-dessus. Ok. On arrive à l'heure, mais on va finir avec quelques questions. Il y a pas mal de gens qui posent des questions autour du statut d'auto-entrepreneur, comme on peut voir en France. Est-ce que vous voulez reparler un petit peu de comment ça se passe au Québec? Je peux peut-être dire quelques mots là-dessus. C'est vraiment, ça c'est quelque chose d'un peu libérateur. On n'est pas habitué à ça. En fait, il n'y a pas du tout ici d'encadrement de ces questions-là. C'est-à-dire que il y a moins de problèmes de travail au gris ou au noir. Les gens ont plus tendance à Enfin, il y a des choses, surtout dans des domaines comme la construction, mais globalement, il y a une confiance. Ça part d'un principe de confiance, de gouvernement et de pragmatisme. Donc, vous êtes autonome, vous avez le droit de faire du travail à côté. Bon, après, il y a des spécificités. Si vous avez un visa de travail fermé pour une entreprise, vous n'avez pas le droit de facturer des choses à côté. Donc, en fonction de votre statut, il peut y avoir des choses. Mais pour des statuts ouverts ou des gens qui sont résidents permanents, vous n'avez aucun problème à facturer à votre nom propre n'importe quelle prestation. Donc, il n'y a pas de contrainte de ce côté-là. C'est juste potentiellement du visa qui peut vous embêter. Et lorsque vous développez, comme je disais, vous avez simplement à ouvrir un compte de TPS-TVQ, qui est l'équivalent de TVA. Mais vous n'avez même pas besoin de créer une structure dédiée. C'est simplement si vous vous mettez à recruter, si vous vous mettez à avoir ce genre de processus qui va être intéressant d'avoir une société incorporée, l'équivalent d'une SARL. Mais sinon, c'est extrêmement fluide. Il y a plein de gens qui vous remercient pour vos réponses et la qualité de la présentation. Alors, je vais essayer de... On a encore pas mal de questions qui tombent, mais je m'excuse, Sophie. J'ai mis un peu de temps à voir ta question et j'ai vu que tu l'as remise. Donc, Sophie, avec un visa étudiant,
installée en freelance. Elle demande si en respectant le travail de 20 heures par semaine, donc sa question c'est peut-on avoir un visa étudiant, s'installer en freelance en respectant le travail de 20 heures par semaine? Alors, elle demande si elle peut avoir un visa étudiant. En fait, un visa étudiant permet de travailler jusqu'à un maximum de 20 heures par semaine, temps plein durant les congés scolaires. Donc, ça, c'est possible de le faire, absolument. Maintenant, j'ai peut-être mal saisi la question, hein. Non, je crois que c'est ça. OK. Il faut s'assurer d'avoir le bon permis d'études parce qu'il y a des permis qui ne permettent pas de faire ça. Par contre, c'est facile de demander d'obtenir un nouveau permis. Donc, il faut écrire à IRCC ou fédéral, à l'Immigration Canada pour obtenir un nouveau permis qui permet de travailler à temps partiel durant l'école et à temps plein durant les congés scolaires. Donc, juste lire, souvent, c'est les petites notes juste au bas du permis d'études qui renseignent à ce niveau-là. On va clôturer avec une dernière question qui, je pense, va intéresser pas mal de monde, parce que je l'ai vu poser plusieurs fois. C'est une question de Audrey. J'ai un projet entrepreneurial et je suis en permis ouvert avec CSQ validé. On me dit que sans la résidence permanente, il n'y a pas de programme accessible, par exemple, infopreneur. Donc, c'est ça. Elle est ici. Elle est travailleur autonome. Elle a obtenu son CSQ et là, elle attend la résidence permanente. Donc, il faut trouver une façon d'obtenir un permis de travail qui va lui permettre de continuer ses activités jusqu'à l'obtention de sa résidence permanente. On pourrait faire un dépôt, faire une soumission, par exemple, en C11, expliquer les activités de la travailleuse autonome, de la freelance, et obtenir de cette façon-là un permis de travail qui va lui permettre d'aller chercher sa résidence permanente. Mais la clé dans tout ça, c'est vraiment planifier d'avance, ne pas attendre que le permis est expiré ou qu'il reste un mois. Il y a quand même des possibilités, là, on en a abordé durant la présentation, le programme de la mobilité internationale. Il y a des possibilités pour aller chercher un permis de travail qui va vous permettre d'aller chercher votre résidence permanente. Pour compléter là-dessus, juste un tout petit point. Il y a toujours, nous, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir avec des statuts particuliers, temporaires et qui veulent trouver du permanent. Donc oui, il y a des solutions et Jérôme accompagne souvent des gens dans ce cas-là. Ayez en tête simplement, si vous êtes vraiment en amont, que ce sera peut-être un peu plus long d'entrer au Canada par des programmes spécifiques, mais ça vous fera gagner du temps sur le long terme. Parce qu'en fait, le gouvernement canadien est très pragmatique. Quand vous dites que vous entrez pour un visa d'études, c'est que vous entrez pour un visa d'études. Quand vous dites que vous entrez pour être entrepreneur, c'est que vous êtes là pour être entrepreneur. Et donc, ils vont vous traiter selon ce que vous avez dit. Et donc, des fois, les gens veulent aller vite et se disent, je vais entrer sur un visa touriste ou sur un visa études et puis je vais quand même monter mon projet à côté. Vous partez pour une aventure qui va être plus longue et potentiellement plus coûteuse. Je pense que ça pourrait être Jérôme qui dirait ça parce qu'il le dit souvent. Pensez-y en amont, parce que vraiment, si vous entrez en disant que vous êtes entrepreneur ou freelance, ici, c'est vraiment vu comme quelqu'un qui va apporter de la valeur sur le territoire et donc ils vont vous traiter rapidement. On a des cas où ça va vraiment vite pour pouvoir démarrer son activité ici, alors que venir pour quelque chose et faire autre chose vous expose à beaucoup de migraines pour finalement arriver au même résultat à la fin. Voilà, c'était tout. Je pense que c'est le mot de la fin parfait. Merci Michael, merci Jérôme d'avoir pris le temps de préparer cette présentation, de répondre à toutes les questions. J'espère que voilà, on a pu répondre au maximum de questions. Vous allez avoir tout ce webinaire enregistré, bien entendu. Il est tout de suite disponible sur nos comptes Facebook, donc de Maudit Français, mais on est aussi en live sur le compte Facebook de French Morning. Donc, vous pouvez tout voir en replay tout de suite. Vous allez aussi recevoir un email automatique de Zoom qui va vous envoyer un petit article de débrief avec l'accès au replay. Donc, voilà. Et bien entendu, vous pouvez scanner le QR code qu'on a montré tout à l'heure si vous souhaitez rentrer directement en contact avec Michael et Jérôme. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, midi. On va parler
Là, on va parler des États-Unis cette fois-ci pour les gens que ça intéresse, avec un cabinet que pas mal de gens doivent connaître, KPMG, qui va nous parler des nouvelles taxes du nouveau président américain qui vont arriver et qui vont sûrement avoir un impact sur les multinationales françaises basées aux États-Unis. Merci encore à tous et je vous souhaite une bonne après-midi sur Maudit Français, French Morning. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.